Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenée qui est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est une émission qui va dans toutes les directions. Comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Facebook, sur Kik Marina Flashback et nous sommes en édition studio sans contact. Aujourd'hui à l'émission, avec notre deuxième invité pour notre volet musical, nous explorerons sa très longue expérience qui lui sort par les oreilles puisqu'il est DJ et animateur depuis plus de 3 décennies. Et la musique et l'amour des gens représentent une passion en lui sans cesse renouvelée. Donc, pour discuter de sa feuille de route et de ses vues sur la musique d'hier et d'aujourd'hui, nous recevons un homme de musique, comme on en retrouve peu, DJ Jeff Gadouri. Maintenant, notre premier invité est une thérapeute spécialisée en stress, tension et douleur. Et derrière son sourire et son expérience se trouve une mission première, soit d'aider, de soulager, de transformer vers le bien-être l'état des nombreuses personnes qui la consultent. Son approche est sérieuse et diversifiée. Et pour nous parler de son parcours et de sa profession, avec nous, une femme souriante et plus que positive qui se donne à 100% à son métier, Nancy Beauchesne. Bonjour Nancy. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Bien, bienvenue à l'émission. Oui, ça va bien. Je suis content de te voir parce que je sais que tu as toutes sortes de belles choses à nous raconter, spécialement dans cette profession que tu pratiques avec tant d'ardeur et de passion. On va commencer par le commencement. La Moses de COVID. Dans ton cas, est-ce que tu fais partie de ceux et celles que ça a un peu freiné son ascension ou au contraire, ça t'a propulsé? Ben, moi, j'avais déjà une clientèle, fait que ça ne m'a pas nécessairement propulsée en tant que professionnelle, sauf que les gens ont besoin de se faire toucher, ont besoin d'avoir du bien-être. Okay. Donc, oui, pour certaines personnes... Plus de besoins durant la COVID, finalement. Oui, c'est ça. Parce que plus de stress, plus de tension. Oui, effectivement. Donc, tu fais partie de ceux que ça a, même, on peut dire, aidé la progression de ton entreprise. Ben, moi, comme je disais, j'avais déjà quand même... J'ai déjà ma clientèle, j'en ai déjà une, fait que c'est pas que ça m'a propulsée, mais j'ai vu que les raisons de consultation de ces gens-là provenaient aussi de la situation de la COVID. Bon. Ouais. Tu es thérapeute en stress, tension et douleur. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Tu as une formation d'expérience qui est très variée. Tout ton bagage professionnel est mis à contribution, comme tu m'expliquais en conversation hors d'onde. Ton but premier est d'aider. Tu es thérapeute depuis bientôt 25 ans. On va parler de ton parcours professionnel au début. Quel était ton but? Ça a commencé quand tout ça? Parce que est-ce que tu t'es senti à un certain moment donné interpellé ou prédestiné à aider à travers tes talents de thérapeute? Ça a commencé comment tout ça? Moi, j'étais vraiment jeune. Je pense que j'avais 10 ans, j'ai eu des douleurs de croissance. Puis mon père, il m'a massé les jambes. Puis là, je fais comme, wow, ça me fait tellement du bien. Puis j'ai eu cet élan-là. Je savais que je voulais faire du bien à quelqu'un. Que cette personne-là se sente bien. Ouais. Donc, je ne savais pas nécessairement comment, mais c'est sûr que le massage m'avait interpellée au départ. Là, Tu avais quel âge? Ben, c'est ça, je pense que j'avais 10 ans. Oh wow! Et tu as commencé dans la massothérapie? J'avais 24 ans. OK. Ouais. Les gens vont avoir de la difficulté à croire ton âge, que ça fait 25 ans, parce que tu ne fais pas ton âge. Ton approche, comme tu le disais si bien, moi, c'est venu me chercher un peu. J'aime ce que tu as dit. C'est énergétique, spirituel, physique. Tu es ce qu'on pourrait appeler une thérapeute non conventionnelle. Ton approche est plus complète. Finalement, c'est une approche unique. Ouais. Tu me dis quoi sur ton approche de ton métier? Ben moi, ce que je trouve important, parce qu'au début, comment ça a commencé, c'était que j'étais une massothérapeute, puis je travaillais au niveau physique. Les douleurs, les tensions, les stress. Puis à un moment donné, il y a des choses qui restaient sur la personne, puis je me disais, voyons, ça se peut pas que ça reste comme ça. Fait que j'ai été voir plus loin, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, mental, spirituel. Puis c'est là que j'ai trouvé des réponses à ce que les gens, ils pouvaient vivre. Le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment. Parce que moi, là, une chose qui est importante, c'est de travailler à la source. Donc, aussi, ce que j'ai fait pour moi-même, c'est que j'ai travaillé sur moi-même, puis ça a fait en sorte qu'au niveau professionnel, ça l'a aidé parce que je comprenais aussi. En quoi les mentalités par rapport à ton travail, ton métier ont changé, disons, dans les 25 dernières années depuis ton début? Qu'est-ce que tu observes autour de toi et toi-même dans ce que tu fais qui est peut-être changé, soit pour le mieux ou peut-être moins pour le mieux, mais qu'est-ce que tu vois de différence avec il y a 2 décennies? Bien, je pense qu'on a moins à se battre pour dire qui on est en tant que masso. C'est mieux reconnu. C'est plus reconnu. Aujourd'hui, il y a plus de thérapeutes qui font tellement de choses diversifiées.
Avant, c'était plus... il y avait moins de choix. Oui. Aujourd'hui, là, écoute, ça a explosé. Donc, les gens peuvent aller chercher plusieurs techniques pour ce qu'ils ont. Et en plus, quelqu'un comme moi qui a plusieurs techniques, on peut travailler sur une même personne. Oui. Mais ça fait que, oui, ça a explosé du fait qu'on est plus vu maintenant. Les gens, ils savent qu'il y a des thérapeutes qui existent, là. Donc, tu t'adaptes cas par cas avec ton expérience qui manifestement est diversifiée. Quelqu'un va te voir, toi, là, tu as comme tout vu là-dedans. Là. Ben, j'en ai vu pas mal. Ouais, c'est ça. J'en ai vu, puis la personne, ce qui est avantageux quand ils viennent me voir, c'est que je peux travailler diverses sphères. Je suis pas juste à une. Avant, j'en avais une, puis je référais. Tandis que là, ben, j'ai pas besoin de référer nécessairement. Oui, ça va dépendre. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui réfère. Si si tu vois que ça ne fonctionne pas avec toi. Oui, ou que si je ne peux pas lui donner ce qu'elle a besoin, je vais référer. C'est hyper important. Il ne faut pas avoir le complexe de Dieu. Moi, j'appelle le complexe de Dieu. De croire qu'on sait tout. Qu'on sait tout, qu'on peut tout faire. Qu'est-ce que tu dis là? Ah, j'aime ça. Oui. Il y a tellement de gens, que ce soit professionnellement ou même dans la vie de tous les jours, tu les écoutes parler et leur opinion, ben, c'est du béton. Oui. Parle-moi de certains cas extrêmes que tu as débloqués pour prendre ton langage. Ben écoute, c'est déjà arrivé, bon, admettons... Des gens qui ne savent plus à quel sein se vouer, qui ont été voir Nancy Beauchesne, puis qui ont trouvé la solution à travers ta thérapie. Oui. Ben, j'ai un monsieur, là, justement, il avait des problèmes de dos, ça faisait des années. Et puis, j'ai appris une technique, une méthode qui s'appelle le myofascia. OK. Et, écoutez, j'ai fait cette technique-là et pratiquement plus de douleur. OK. Ça faisait des années qu'il était traité par... Qui essayait, puis il y avait rien à faire. Ça marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Wow. Et pratiquement plus rien. Ou j'ai quelqu'un que ça fait longtemps qu'elle a des charges émotives, elle vit la dépression, elle est enfermée chez eux, elle a plus de vie, elle a plus de désir, plus de rêve. Oui, oui. Puis avec la méthode TRE, OK, ben écoute, après qu'elle ait fait quelques fois, elle s'est sortie de sa léthargie. Ah oui. Ouais. Ben, parlons justement du TRE et des fascias. Oui. Ce sont des termes que tu m'as enseignés. Quelle est la définition des fascias? C'est quoi le TRE? Ben, c'est deux choses. Ben, en fait... Ce sont les deux termes, moi, qui m'ont interpellé. Là. Je vais me coucher un petit peu plus intelligent ou moins nono. Plus intelligent, bon, OK, ça. OK? Ben, en fait, le fascia, c'est un tissu qu'on a dans tout notre corps. C'est un fascia parce qu'il est partout. Il entoure les nerfs, les artères, les veines, les muscles, les fils musculaires dans le muscle. Donc, c'est ce qui fait notre forme. C'est ce qui fait qu'on a une structure. Notre structure, elle reste... C'est une structure de support. Si on n'a pas ça, le fascia, ben, on ne tient pas. Okay. Okay? On devient mou. Ben, mou, pas à peu près. Okay. Tu tombes, là. Bon. Et dans ces fascias-là, quand il y a des tensions, il y a des stress, il y a des douleurs, c'est que le fascia, il est plus sèche, il est comme plus tordu. Il est plus capable d'avoir sa mobilité. OK? Puis, dans le myofascia, on va aller retrouver ces qualités-là. Okay. Mais c'est que dans le TRE, on va aller... Le TRE, c'est une méthode pour relâcher les stress et les tensions en retrouvant la réaction physiologique normale du corps de trembler. Okay. OK? Donc, en tremblant, le fascia, lui, il va se libérer des mémoires. Parce que le fascia, c'est un tissu où les mémoires vont s'ancrer. OK. Donc, qu'on fasse un traitement, une séance manuelle avec le myofascial ou avec le TRE, les fascias vont se libérer. Okay. Et ça va donner au niveau du cerveau un message de « OK, je suis en sécurité ». Parce que quand on a des tensions, ce que ça dit au corps, c'est que « OK, il y a un danger ou il y a une menace ». Là, on serait dit. On serait dit. Oui, ça, c'est tout à fait humain. Donc, c'est important d'aller relâcher cette structure-là. Pour dire au corps, « Hey, OK, maintenant je suis en sécurité, je suis bien, je peux être calme, je peux être en lien avec les gens. » C'est bien ça. Ouais. Si tu devais résumer ton approche comme thérapeute en une ou deux phrases, tu dirais quoi? Parce que je te soupçonne pratiquement de faire de la magie. Oui. Mais on va faire attention. Mais si tu résumes en une phrase ou deux ton style, ton approche de thérapeute, tu dis quoi? Oh, wow! En une phrase ou deux? Bien, moi, ce qui est important, là, c'est qu'il y ait des libérations en profondeur pour que les résultats soient à long terme.
et que je rende la personne autonome. C'était ma prochaine question, justement. Oui. C'est d'apprendre les gens à s'autogérer et ce que tu enseignes reste pour la vie. Oui, pour moi, c'est important. C'est ce qui explique pourquoi tu gardes tes clients aussi. Oui, puis ils sont capables après ça de voir, OK, est-ce que ça va bien, ça va-tu pas bien, s'ils sont capables de faire même. Puis s'ils sont pas capables, ben, ils viennent me revoir. Oui. T'sais, moi, je veux pas être une thérapeute que tu fais juste venir me revoir, puis qu'à un moment donné, tu te dis, ben coudonc, ça passe Je vais pour rien, ouais, c'est ça. Oui. Tu fais juste payer, puis finalement, il n'y a pas de progression. Non, moi, j'aime pas ça. Je peux pas. Okay. Moi, si c'est important, je suis une thérapeute avec des résultats durables et profondément. Tu as dépassé les 2 phrases, mais on va dire qu'il y avait quelques virgules. D'accord. Non, c'est pas grave. Donc, tu travailles en complémentarité avec les gens. Oui. Tu as aussi des cas post-chirurgicaux oui. qui doivent être peut-être un petit peu plus compliqués. Non. Non? Ça veut dire quoi, un cas post-chirurgical? Ben, en fait, quand les gens ils se font opérer, ils ont une chirurgie, en fait, le chirurgien, il coupe les tissus, donc aussi le fascia. C'est ça. OK? Donc, après ça, il va y avoir de l'enflure, il va y avoir la cicatrice, il va y avoir de la douleur, de la tension. Oui. Et moi, je vais aller aider à récupérer après la chirurgie, à ce que la récupération soit mieux. OK? Oui. Plus rapide. Le corps a quand même son temps de récupérer. Mais moi, je vais aller aider à ce que ce soit mieux. Mais je fais aussi du pré-chirurgical. Ça veut dire que je vais préparer les tissus. Parce que souvent, avant une chirurgie, on a les tissus, on a des tensions, on a des douleurs. Fait qu'on va aller libérer ça. Et lorsqu'il va y avoir une chirurgie, il va y avoir un coupeur. Oui. Mais après ça, c'est déjà libre. Fait que c'est plus facile à se réhabiliter. Les tensions, qui sont des signes, finalement, est-ce que c'est le mal du siècle, disons, les blocages émotifs, selon toi? Poser la question, c'est y répondre, mais je veux savoir ton point de vue là-dessus. Avec tout ce que tu constates autour de toi, aussi de ton vécu, parce que tu as un long vécu qui t'a amené à être thérapeute. Est-ce que c'est le mal du siècle, ça, les blocages émotifs? Mais moi, je pense que ça a toujours été là. C'est juste que... c'est reconnu. C'est juste que on en parle plus, puis... Peut-être qu'aujourd'hui, on en vit plus qu'avant. Je pense que oui, parce qu'il y a certaines choses qui ont... T'sais, on a chacun nos stress à chacun nos époques. Hein? Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, même chez les adolescents, chez les enfants, on en retrouve plus qu'autrefois, je pense. Avec tous les médias sociaux. Bon, on est dans une société de performance aussi. D'exposition à des images négatives. Fait que ça entraîne des résultats. Fait que, oui, je pense qu'on a les stress, oui. Toi, tu as parlé beaucoup de tremblements. Les gens, tu viens les libérer de leur mémoire, le toucher, le ressenti. Et tu as dit une chose aussi qui m'a intrigué. Le cœur, c'est 80... Le corps, plutôt, c'est 80% comme information avant le cerveau, qui veut tout dire. J'aimerais que tu expliques cette notion-là. Ça, c'est tellement intéressant parce que les gens, là, quand ils sont souvent dans les pensées positives, hein, ils pensent, OK, en se disant, mettons, je suis belle, je suis fine, je suis capable, je suis belle, je suis fine, je suis capable, ils pensent que ça va changer. Mais en fait, quand on dit ça, c'est qu'on travaille au niveau du mental. Et ce sont des stratégies de survie, en quelque part. Stratégies de survie. Parce que quelqu'un qui se répète toujours, exemple, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, ben, tu n'as peut-être pas si confiance en toi. Parce que celui qui a confiance en lui ne se répète pas ça. Ben non, c'est sûr. Mais en fait, c'est plus une solution que la personne, elle essaie de trouver à sa stratégie de survie. Oui. OK? C'est sa solution pour elle. Mais en fait, c'est que avant d'arriver au cerveau, c'est 80% des cellules, des messages sont dans le corps, dans les cellules. Ouais. Donc, il faut aller libérer. Et à ce moment-là, s'il y a un manque de confiance, il faut aller libérer toutes les stratégies de survie, toutes les mémoires. Et quand on libère, ça fait qu'on n'a pas besoin de travailler tant que ça au niveau du mental. C'est plus là. J'ai plus cette charge-là, je ressens plus. Fait que j'ai plus à me dire, je suis belle, je suis fine, je suis capable. Bon. Ben, tu le sais. Comment je pourrais dire, tu es une confidente, finalement. Oui. Peut-être encore plus que certains psychologues, parce que les gens doivent te parler de leur parcours, de leur histoire personnelle, pour que tu puisses démystifier les tensions et les douleurs. Bien, en fait, je ne suis pas une psychologue. OK, ça c'est hyper important parce que mon travail, c'est de libérer dans le corps. Oui. Donc, les personnes, ils me parlent de ce qu'elles ont vécu et de leur ressenti. Moi, je travaille beaucoup dans le ressenti. Donc, ce que je vais aller chercher, oui, ils me parlent, mais c'est dans le ressenti. OK? Et, attends, j'ai commis un blanc de la question. Mais la question, c'est, toi, tu es une confidente. Oui, c'est ça. Finalement. Donc, dans la méthode TRE, ils n'ont pas besoin
Donc, les gens qui ont eu bien des affaires dans leur vie, puis ils ne veulent pas parler, mais veulent juste se libérer, c'est une méthode de choix. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Puis ceux qui veulent, on peut parler et aller chercher des choses à l'intérieur dans le ressenti, on va aller faire le TIFA. Donc, Donc, j'ai une autre technique pour se libérer. C'est bien. Mais comme je le disais tantôt, tu as une approche diversifiée et je pense que ça, c'est une corde à ton arc de plus que d'être seulement, disons, massothérapeute. Il y a quelque chose qui commence le 21 juin, le programme Sacré Stress, et j'aimerais que tu nous expliques de quoi il en retourne. En fin de compte, ça a changé de date, c'est le 5 juillet. C'est vrai, quand on s'est parlé, ça a été changé cette semaine, juste pour laisser le temps de bien commencer la cohorte 2, OK? Le programme Sacré Stress, c'est un programme virtuel de 9 semaines qui sont pour les femmes entre 40-60 ans. Là, un homme, lui, il n'a pas le droit. Mais en fait, c'est juste que là, j'ai décidé pour cette fois-là de faire ça parce qu'à un moment donné, il faut être capable de... On prend une niche, puis après, on peut explorer d'autres choses, OK? Mais c'est bon aussi tout pour les hommes pareils, tu sais. Pour une prochaine cohorte. Ben oui, mais l'année prochaine, j'aimerais alors, tu fais juste d'hommes? Non, pas juste d'hommes, non, j'ai pas fait. Mais j'en ai dans mon bureau des hommes. C'est juste que là, cette cohorte-là, ce n'est que pour les femmes. Mais l'année prochaine, j'aimerais ça pour les hommes. C'est autre chose. Mais ça s'en vient. Oui. Et ce programme-là, c'est là pour nous aider à changer notre relation au stress. Et il y a plein d'outils qui sont... Moi, j'ai ça quand ça gosse, là. Quand on pourrait avoir des résultats, c'est long, là. Fait que les outils que j'ai, c'est facile, concret. Il y a des résultats rapides. Donc, il y a de l'enseignement, il y a des outils que vous allez retrouver dedans et je vous accompagne là-dedans pendant 9 semaines. C'est bien. Ouais. Nous sommes un peu bousculés par le temps. Avant la pause, ma dernière question, justement, avant cette pause, tu es experte dans la transformation vers le bien-être intérieur. Pour toi, tu m'as spécifié que c'était très important de mentionner ça et je trouve que c'est tout à ton honneur. C'est la base de tout. C'est très gratifiant, c'est incontournable, ça prend une approche spirituelle pour faire ce que tu fais. Mais toi, il y a eu un appel intérieur à un certain moment donné. Tu m'as parlé de ça. Tu as un appel de dire, c'est vraiment ça que je veux faire. Y a-tu un moment précis, ça faisait peut-être déjà un certain temps que tu étais dans cette ligne-là, où tu as dit, moi, là, je sais que je suis dans une expression consacrée ici dans nos émissions, dans la bonne chaise? Ben, moi, là, quand mon père déjà il massait à 10 ans, je savais que je voulais faire quelque chose. Je savais, puis, tu sais, mon père, il massait, fait que c'était sûr que le massage, c'est ça qui est arrivé en premier, mais à la longue, au bout de mes 25 ans d'expérience, au bout de mon travail personnel, j'avais encore plus la conviction que c'était ça ma voie, d'aider les gens. Puis les résultats que j'ai, c'est extraordinaire. Donc ça m'anime. On va y revenir parce que nous sommes un peu dans une ère qui est sur le focus on yourself de plus en plus et ça diffère de ce qu'on voit autour de nous. Nous allons prendre une pause, ma chère Nancy. De quelques instants, je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenay. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est chaleureuse. C'est maintenant ouvert à 16 h. C'est ce qui explique que pour l'instant, nous sommes toujours en studio, en édition studio sans contact. Mais c'est pour une semaine ou deux encore et nous serons en direct du restaurant. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet au Bâton Rouge de la Chenay. C'est un restaurant de choix situé au 1400 rue Yves Blais. Je donne le numéro de téléphone pour les livraisons, pour le take-out, comme on dit, et les commandes pour emporter et pour réserver une place au Bâton Rouge dans le 450, c'est le 581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'une thérapeute expérimentée et spécialisée en stress, douleur et tension, soit Nancy Beauchesne. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être écouté avec beaucoup de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébite. C'est carrément un drame pour certaines familles et dites-vous bien que plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc la solution, si vous vivez une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, où qualité et service sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison ou de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est un spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien, d'entrée d'asphalte, de nettoyage
de colmatage de fissures et d'application de scellants protecteurs, votre entrée redeviendra comme une neuve. Des prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 754-0069. Je le sais, je me répète, depuis le début du confinement, là, ça fait près d'1 an et demi, les 3 mots magiques qui sont comment ça va, appelez un ami, renouer. Vous allez, quelqu'un avec qui ça fait longtemps que vous n'avez pas piqué un petit brin de jasette, vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Ce sont 3 mots qui ne coûtent pas cher et vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Comment ça va? Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom et qui a pignon sur rue déjà depuis 24 ans. Donc, un très beau magasin, une bonne réputation. Le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, Nancy, manifestement, tu ne fais pas les choses seulement pour l'aspect financier, entouré parfois de ce qu'on disait justement avant la pause, pour ne pas dire de gens qui sont dans l'égoïsme, mais dans le focus on you, focus on yourself. Pourquoi, à l'inverse, quelqu'un comme toi cherche à aider, et semble-t-il depuis finalement toujours? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui veut aider, puis ce qu'on voit beaucoup autour de nous, là, les gens qui sont centrés sur leur nombril? Qu'est-ce qui fait ça? Oh! Je pense que... Il doit y avoir une raison. Tu as été exposé étant jeune à des choses, tu as eu un enseignement spirituel qui vient peut-être de ton papa, mais il y a quelque chose, il y a une cloche qui a sonné à un moment donné, moi je veux aider, mais il y a une raison à ça. Surtout dans le monde de fou dans lequel on vit, où tout le monde sont prêts à se bousculer pour une aubaine, je veux dire... Je pense que... Excusez-moi. C'est ennuyeux? Non. Non. Je pense que quand on a vu une différence dans notre vie, puis que ça nous a tellement aidés, parce que je ne suis pas toute seule. Hein? Parce que tu as vécu des choses aussi personnellement pas faciles. C'est ça. Je pense que quand on voit une différence dans nos vies et puis que ça fait partie, que c'est comme un wow, on a le goût d'aider les gens. C'est ce qui explique pourquoi tu pratiques ce métier qui est quand même très exigeant. Oui, c'est exigeant dans un sens, mais c'est exigeant dans un sens, mais en même temps, quand ça vient du cœur, c'est pas... Ben, par passion. Oui. Quand tu aimes ce que tu fais, ça finit par paraître. Parce que tu peux pas tenir le même emploi pendant des années. Moi, je l'ai déjà fait dans une autre vie, une autre carrière. Et puis, les objectifs ne sont pas atteints parce que tu ne vibres pas. C'est compliqué. Donc, pour moi, c'est pas si tant... ça vient de là, ça vient de l'intérieur. Puis, souvent, ce que je vois, il y a des nouveaux thérapeutes qui viennent, mais... Souvent, c'est parce qu'ils ont vécu des problèmes, ils se sont fait aider, ils ont fait wow, ils vont faire la technique, puis après, il y a des gens. C'est beaucoup ça qu'on voit. Fait qu'on veut aider son prochain. Mais à savoir, pour ceux qui sont plus égoïstes, mais peut-être qu'ils ont des petites stratégies de survie. Oui, j'aime cette expression. Libérer. Question suivante. Tu es là pour aider les gens face au stress, les douleurs, les tensions. Avant de trouver les diverses raisons de ces malaises, parce que c'est toujours ça la base, quels sont les symptômes, les difficultés physiques rencontrées en premier que tu vois le plus souvent chez ta clientèle et dans la population en général, les tensions? C'est quoi les premières choses qu'on voit? Les raideurs dans le cou, tu pourrais me dire, c'est quoi qu'on voit en premier? Beaucoup de tensions dans le dos. OK. Ça, les tensions dans le dos, c'est ce qui revient tout le temps. Il y a une différence entre le bas et le haut du dos dans la signification. Oui, c'est ça, il y a différentes significations. Le cou, ça peut être, je ne sais pas trop ce que je m'en vais dans la vie, je m'en vais-tu à gauche, à droite, je reste-tu dans cette relation-là, dans ce travail-là, je ne sais pas. Hein, on a-tu des choix à faire? C'est ça. Et beaucoup de gens te consultent aussi qui sont carrément impliqués dans des relations toxiques. Oui, c'est ça. Et toi, tu aides peut-être à faire voir les choses aux gens. En fait, comme je ne suis pas psychologue, c'est important. Moi, je vais toujours, selon avec la personne, comment elle se sent. Oui. Je ne peux pas faire une psychothérapie, une psychologie de couple. Mais moi, je la ramène tout le temps à elle. Comment toi tu te Faire sens? voir les choses telles qu'elles sont. Oui, par rapport à elle. Oui. Puis après ça, elle va voir si elle est bien ou pas. Puis qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça. Donc, tu aides les gens, finalement, en un mot, une phrase, à se libérer du passé. Oui. Mais se libérer du passé par rapport au corps, 80% tantôt que tu disais c'était wow, là. On va libérer ça. Une fois que c'est libéré,
On va y aller maintenant dans ce que j'appelle, puisqu'il ne reste presque plus de temps, dans les questions rafales. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase à ma question. C'est impossible d'être thérapeute si l'on n'est pas une personne généreuse? Si c'est impossible, il faut quand même être un minimum généreux. Oui. Parce que je veux dire, tu donnes. Oui, je donne, oui. Mais il ne faut pas s'oublier. Oui. En tant que thérapeute, souvent ce qu'on fait. Oui. On donne trop. On s'oublie, oui, on veut tellement aider. Puis ça, ça a été un de mes cas. Moi, j'avais le MTS, le Mother Teresa Syndrome. OK. Moi, je me donnais là à corps et âme. Bon, ben MTS, tu m'as fait peur. Mais j'ai bien expliqué que c'était le Mother Teresa Syndrome. Okay. C'est bien. Auto-gérer son stress face aux situations de la vie de tous les jours, en période de plus difficile aussi. C'est une notion qui n'est pas assez comprise et répandue. Oui, parce que de un, c'est auto-réguler son stress et changer notre relation au stress. Parce que du stress, on en vit toujours. Même pour digérer, c'est un stress pour le corps. Donc, il faut comprendre c'est quoi le stress. Mais c'est pas bien compris le stress. Mais on va en parler immédiatement du bon et du mauvais stress. Moi, je voulais parler, je ne veux pas passer à côté. Je vais faire une comparaison avec ce qu'on voit dans les médias. Ce qu'on pourrait dire à un nouveau qui fait du média, mettons comme ce que je fais présentement, c'est qu'il y a le bon stress, l'adrénaline, mais tu tombes dans le mauvais stress quand là, ça devient paralysant. Ma question, à quel moment on peut voir, et toi tu le vois chez les gens qui te consultent, à quel moment on peut voir que là, on est dans le mauvais stress, qu'on a atteint, sans dire un bas fond, mais on a atteint une limite, puis là, la personne commence à avoir des difficultés. Ça serait quoi un des premiers signes pour dire, toi, tu es dans la performance? Il peut avoir des maux de tête, il peut avoir des maux d'estomac. Il y a des symptômes physiques. Et après ça, se demander pourquoi on a ça, mais il y a le syndrome de performance, ça peut être le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance. On n'a pas beaucoup d'expérience. Ça peut être ça qui fait qu'on vient avec un stress qui est plus haut, mais qui n'est même plus adapté. C'est quoi l'erreur première commise par les gens en période de stress? Mais ils ne savent pas comment autoréguler leur stress. Ils ne savent pas comment se reconnaître le stress non plus. Des fois, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de stress. Mais j'ai une madame qui était à la retraite, elle dit, moi, je n'ai pas de stress, je suis à la retraite. Mais non, ça ne veut pas dire que parce que tu es à la retraite, il n'y a pas de stress. Mais c'est qu'ils ne savent pas reconnaître le stress. Et quand ils communiquent avec les gens, souvent, ils communiquent avec des insécurités qui ont du stress. Puis là, ça fait même des relations qui vivent des moments pas agréables. En une phrase, parce que toi, c'est ta marque de commerce, le changement durable et significatif, profond que tu apportes à ta clientèle. Si tu donnais un synonyme de tout ça en une phrase, tu dirais quoi? Expliquer différemment. Oh mon Dieu. Ben, pense-y. Répétez la question. Toi, tu parles beaucoup de changement durable et significatif à long terme. Ça veut dire quoi exactement en une phrase? Ça veut dire que ce que tu dis, c'est pour rester, c'est sûr? Mais c'est de bien vieillir. Ah. Est-ce que vous voulez bien vieillir? Être bien, là? J'ai les solutions pour vous. Non, c'est bien ça. On fait une annonce. Le plus grand conseil que tu donnes aux futurs thérapeutes, aux aspirants dans cette profession-là, et tu leur donnes un conseil pour cette sphère d'expertise, tu leur dis quoi? Moi, là, je leur dis, allez-y avec ce qui vous passionne. Allez-y avec ce que vous, là, s'il y a quelque chose qui vous a libéré, allez-y par ça, parce que c'est la voie par laquelle vous avez été libéré. Mais vous pouvez en connaître d'autres, mais de ne pas mettre ça de côté, d'aller chercher le pourquoi. Est-ce qu'il faut absolument atteindre un bas fond? Un bas fond aussi dans les tensions et les douleurs pour commencer à réaliser qu'il y a un changement qui doit être fait? Ce que je dirais, c'est que c'est idéalement pas, mais malheureusement, c'est ce qui se fait. Se fait. Donc, les influences néfastes autour de nous, il y a un ménage à faire. Parce que le signe des douleurs et des tensions, comme on le disait tantôt, des relations toxiques, exemple, ou un emploi qui ne convient plus, mais on ne veut pas le reconnaître. Je veux dire, il y a un ménage à faire aussi à ce niveau-là. Oui, et puis pourquoi attendre? Mais souvent, les gens, les êtres humains, ils attendent. Mais pourquoi attendre? C'est ça. Pourquoi pas aller mieux là? Mais ils attendent les gens qu'ils soient encore plus mal, qu'ils aient perdu leur job, que ça soit encore plus pire dans leur relation de couple. C'est ça. En une phrase, qu'est-ce qui fait un bon thérapeute? En une phrase. En une phrase? Je pense que c'est d'être... c'est que s'il a travaillé sur lui, il va être capable comprendre les autres. Il va être capable de mieux travailler sur lui. Maintenant, qu'est-ce qui fait une bonne thérapie?
Parce que c'est pas juste le résultat. Bonne thérapie, de un, il faut que la personne elle s'investisse. OK. Moi, j'ai beau dire n'importe quoi, si elle n'est pas engagée, j'ai beau avoir un beau programme Sacré Stress, mais si tu le fais pas. Est-ce qu'on peut dire en terminant que tu es à 2 doigts d'être une coach de vie? Oh! Parce que je suis certain que tu as des gens qui viennent se confier à toi Ouais. et tu deviens pratiquement un prêtre, une amie. Tu es une coach de vie finalement. Ben, on peut embarquer ça là-dedans, on pourrait, là. Moi, je veux te remercier. Puis avant toute chose, on va parler aussi de la façon qu'on peut te rejoindre pour les gens qui se sont sentis interpellés ou qui vivent des difficultés, point de vue tension, douleur, qui voudraient te rejoindre. As-tu un site web? Oui, c'est le www.nancybeauchesne.com. Oui. Okay. Et si vous voulez avoir plus d'informations, il y en a dessus sur ce que je suis, sur ce que je fais, et le programme Sacré Stress. Yes. Il y a l'onglet Le 2 Libération. juillet. Le 5 juillet. Le 5. Jusqu'au 6 septembre. Il y a l'onglet Libération de stress et vous allez chercher dans Sacré Stress. Okay. Vous allez tout savoir qu'est-ce qui se passe. Et il y a Facebook, évidemment. Facebook. Mais sur Facebook, il y a une petite notion aussi, une petite particularité sur ton prénom. Oui, c'est ça. Tu veux l'expliquer c'est ça pour que, te rejoindre? Pour mon Facebook, c'est évidemment d'aller me chercher Nancy Beauchesne. Oui. Okay? Donc, c'est mon Facebook professionnel. Okay. Mais j'ai aussi un groupe qui est très wow, c'est le groupe Mon Corps, Mon Fort. Okay. P-H-A-R-E, que vous pouvez venir, c'est un groupe fermé. J'ai des entrevues, j'ai des informations que je vous donne là-dedans. C'est gratuit, c'est wow. Bien, je te remercie d'avoir été des nôtres. C'était fort intéressant. Tu as une influence très positive et de bien des façons envers les gens qui te consultent. C'est plaisant de voir des gens travailler à contribuer à libérer les gens de leur tension. Et je te souhaite encore beaucoup de succès, mais ça, j'en ai aucun doute. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres, Nancy Beauchesne. Merci. Maintenant, je vous parle de nouveaux partenaires à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live. Vous êtes collectionneur ou tout simplement vous aimez rechercher des choses qui sortent de l'ordinaire. Pour les amateurs de personnages de bande dessinée ou de films cultes, de Batman à Elvis en passant par Spider-Man et Harry Potter ou Jason, situé aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, la boîte à folie est un nom à retenir. Que ce soit pour des affiches, des figurines ou tout autre article, beaucoup de produits Disney ou de Harry Potter disponibles sur place dans cette boutique fantastique. Et pour être épaté, c'est l'endroit tout désigné. Le site web www.laboîteafolie.com, c'est situé aux Galeries Rive-Nord, au 100 boulevard Drien à Repentigny. La boîte à folie vous offre du bonheur à toute heure. Maintenant, je vous parle d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire, soit Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Beaucoup d'explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. On ne va pas changer des morceaux pour rien, comme on voit dans certains garages. Donc, Samoto, moi j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, autour de notre deuxième invité. Il gravite autour de la musique depuis des décennies. C'est un DJ dont l'expérience est vaste et multiple, comme vous serez à même de le constater. Avec lui, tout y passe. Club, bar, mariage et même Twitch se retrouvent sur son CV. Je vous présente donc un homme passionné qui ne vivra jamais de séparation avec le dance music, le sympathique DJ Jeff Gadouri. Bonjour Jeff. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Très heureux, bienvenue de te voir ici. Heureux de te voir ici, c'est... Je pense, une des personnes avec le parcours musical le plus intéressant que nous aurons rencontré à l'émission, parce qu'il faut le dire, ça fait quelque chose comme presque 35 ans. On approche du 35 ans bientôt. Ouais. Là. Ça te fait paraître un peu vieux. L'incidence de la COVID, pour toi, ça a été quoi? Parce que ça t'a mené à Twitch? Oui, effectivement. Donc, quand la COVID s'est pointée, ça a été des dizaines et des dizaines d'événements et de mariages qui ont été reportés. Par contre, on s'adapte. On n'a pas le choix. Là. Il fallait libérer le calendrier, il fallait pouvoir déplacer les dates. Puis là, moi, je pouvais pas m'éloigner non plus de la musique, qui était ma vie depuis déjà 33 ans à ce moment-là. Je ne me voyais pas complètement sortir de ça, aller faire autre chose. Là, j'ai commencé à vouloir faire des lives sur Facebook, des lives sur YouTube. Les droits d'auteur. Moi, je t'ai vu sur Twitch le week-end dernier, je t'ai salué, je t'ai trouvé très bon. Merci. Puis je dis pas ça pour te flatter, je veux dire, je connais un petit peu ça, le dance music, et j'ai bien aimé ton approche. Merci beaucoup. Est-ce qu'on apprend encore après toutes ces années? Oui, vraiment. Puis l'année qui vient de passer. Tu as appris qu'il fallait s'adapter. J'ai appris tellement plus sur la musique parce que je travaillais tellement avant que je n'avais pas le temps de m'arrêter. De faire mes propres remixes, de travailler dans mes chansons à moi, d'apprendre des nouveaux trucs de mixage avec les nouvelles consoles. Là, j'ai eu le temps
pour le faire. Ok. Là. Donc, quand ça va recommencer, ça va être top qualité encore plus. Ben, certain. Tu t'es approfondi dans le domaine, même si après 30 ans, on pourrait croire que tu as tout vu. L'après-COVID, est-ce que tu crois à un reboom, comme un après-guerre, qui va nous aider peut-être à retrouver les dance floors, les planchers de danse, de clubs et tout ça? Comment tu vois la chose, toi? Ben, les clubs en tant que tel, moi, ça fait 4 ans que je m'étais tassé quand même des clubs. Déjà, il y avait eu une descente, ça descendait beaucoup, les clubs, du fait que les jeunes, ils n'ont plus besoin de sortir pour cruiser. Ben oui. Ils ont les applications, puis ils ont moins d'argent. Les loyers sont beaucoup plus chers. Ils ont Internet à payer, ils ont leur cellulaire à payer. Puis je te dirais une parenthèse aussi. Tu as des gens aussi qui sortaient beaucoup dans les clubs, une question musicale. Ouais. Moi, j'en fais partie. Je veux dire, c'est sûr, quand tu es jeune, tu veux rencontrer, mais tu as des gens encore, et mon régisseur Bernard en fait partie, des gens qui sortent pour vibrer au son de la musique. Et puis là, c'est moins possible. Non, c'est sûr. C'est officiel, là. Mais regarde, on le voit quand les personnes aiment le DJ, ils vont revenir. Oui. Puis je l'ai vu par expérience, les 2 clubs que j'ai travaillé. Le premier, j'ai travaillé 10 ans en Abitibi à Malartic. Ouais. L'autre, j'ai travaillé 12 ans à Blainville. Celui à Malartic, quand je suis parti un an après, il était fermé. Ouf. Puis celui de Blainville... J'ai vécu ça, moi aussi, dans certains clubs. Celui de Blainville, il a été racheté par des Asiatiques 2 ans avant mon départ, qui avaient déjà... Ils ont changé la mentalité de la place, ça a baissé un petit peu. Quand la formule est gagnante, ben, des fois, tu as intérêt à la laisser telle qu'elle. Exactement, et c'est pas ce qu'ils font. Et donc, ils n'avaient pas cette mentalité-là quand ils sont arrivés de dire on va te donner pour recevoir. C'est ça. Mon cher DJ Jeff, tu as commencé à être DJ en 1986, là, on n'aura pas le choix de dire ton âge. Ouais. Tu n'avais que 14 ans. Parle-moi de cet épisode-là qui a été le lancement d'une longue carrière. Moi, je me cherchais une job d'été. Je ne savais pas du tout où je m'enlignais. Puis là, je checkais les petites annonces dans le journal local, une Disco Mobile Boboul à Saint-Lazare, qui cherchait des DJ pour les mariages durant l'été. Je dois pas essayer. J'allais passer l'entrevue, je l'ai passé haut la main, j'avais déjà des bonnes connaissances. Et ma mère était beaucoup dans la musique, elle achetait des nouveaux albums, Thriller, Michael Jackson, qui venaient de sortir. On a ça en commun. Donc, ma mère m'a intégré à la musique très jeune. Fait que quand il me posait des questions pour l'entrevue, ça allait super bien. Ah, ben c'est le fun, ça. Puis par la suite, ça, il m'a donné mon cours de DJ pour apprendre à mixer. Il m'a donné mon cours d'animation aussi. Fait que ça a parti là-dessus. Là. Je pensais pas devenir DJ dans ma vie. Tu n'aurais pas cru, disons, on t'aurait dit ça à 15, 16 ou 18 ans, que tu serais encore DJ rendu 30 ans après. Non, j'aurais pensé plus dans l'animation, parce que j'ai été suivre un stage en animation à Jonquière, que j'ai vraiment adoré. Mais les opportunités de carrière juste après un stage. Ouais, c'est ça. C'est pas tellement. Donc, c'est vraiment vers les clubs que je me suis aligné à l'âge de 18 ans. Ouais. Puis à l'âge de 23 ans, j'avais ma première disco mobile. Là, je commençais. Si tu avais à commenter la différence entre être DJ dans un monde musical sans cesse en croissance ou qui change, c'est quoi la majeure différence entre il y a 25 ans, tu as connu les vinyles, et maintenant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu allais mieux dans le temps, et ainsi de suite? Il y a beaucoup plus de choix musical aujourd'hui, avec l'avenue des YouTube, des Spotify. Parce que dans le temps, le monde écoutait la radio. Tu avais C'est quoi, puis tu avais Radio Énergie. Et moins compliqué de se promener aussi avec 3-4 boîtes de vinyle. Exactement. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup moins compliqué. Ça faisait de l'exercice. À 4 heures du matin, c'était moins le fun. Hein? Ouais. On partait avec notre tombe avec les 2 tables tournantes dedans. Ou les boîtes laitières. Exactement. Il y avait ça aussi. Là, on partait avec ça. On ne pouvait pas aller faire un contrat de disco mobile en Mazda 3. Oui, c'est ça. Exactement. Là, quelle sorte de véhicule tu as? J'ai un Equinox. OK. Tu pourrais rentrer un petit peu de... Si tu faisais une soirée vinyle. Oui, je pourrais. Maintenant, tes influences. Quels ont été les artistes, et encore aujourd'hui, qui t'ont influencé beaucoup dans ton style? Parce que ça doit tourner beaucoup autour de la pop et du dance music, c'est sûr. Oui, ça a toujours été. Même le premier artiste qui m'a vraiment influencé, ça a été Michael Jackson. J'en parlais tout à l'heure. Que j'ai vraiment adoré, qui était style disco un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'ai... L'album Thriller, l'album parfait. Oui. Après ça, Thriller m'a fait découvrir Off the Wall, qui était sorti quand j'étais plus jeune, que j'ai adoré aussi par après. Puis beaucoup d'influences latino aussi dans les 10-15 dernières années, là, que j'ai vraiment resurgence de ce style-là. Oui. Avec Ricky Martin quand il est arrivé, puis Elvis Crespo et compagnie. On va faire une parenthèse, je vais t'envoyer une idée. Il y a une version féminine au point de vue du succès, au point de vue du nombre de bonnes chansons. Il y a une version féminine de Thriller, et c'est le fameux album double Bad Girls de Donna Summer, que tu connais, c'est sûr. Je veux dire, c'est la même chose. Ça a peut-être vendu un peu moins,
Mais si on devait donner une version féminine de Thriller, c'est bien Bad Girls de Donna Summer. Je les joue encore aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr. Ce sont des classiques. Mm-hmm. Tu définis ton style comment, DJ Jeff? Je définis mon style, c'est la crowd qui est devant moi qui définit mon style. Je filme ma crowd. Faudrait que je le dise en français un petit peu plus, mais bon. J'ai compris. Donc, tu ressens ce qui se passe sur ton plancher de danse. Exactement. Puis souvent, par anecdote, ce qui va arriver, c'est qu'une personne va venir me demander une chanson, puis c'est la prochaine qui est déjà placée à ce moment-là. Regarde, j'ai dit, regarde, c'est celle-là que j'ai placée. C'est le fun. Donc, j'essaie de filer au maximum mon plancher de danse. Si ça s'enligne pour être plus disco, ça va être plus disco. S'il y en a une gang qui traite plus sur le rock, on s'enligne sur le rock. Ouais. Je vais vraiment avec le feeling. Si je vois que ça débarque, on change de style, vraiment, puis on essaie de mixer le tout. Est-ce que le house, c'est là pour rester? Parce que ça me semble être un style qui traverse les époques assez facilement. Il part, il revient, il part, Ouais. il revient. Là, présentement, il y a un gros boom de house avec les nouveautés de David Guetta avec Morton qui sont superbes fabuleux, comme mais chansons. Faudrait que les radios commerciales les jouent par contre. Ouais. Pour que ça revienne sur les planchers de danse dans les soirées C'est ça. privées ou dans les soirées corporatives. Les radios boudent un petit peu le house music. Ben, je pense que c'est une des raisons pourquoi ça sera difficile de repartir les clubs. C'est sûr qu'il y aura toujours une demande. C'est que ça ne joue pas beaucoup à la radio. La musique, il faut le dire, n'est pas tellement orientée vers la danse de nos jours. En tout cas, pas comme on a connu il y a 20 ou 30 ans. C'est pour ça que j'ai parti mon application. J'ai Ouais. un poste de radio maintenant. Ben, on peut en parler immédiatement. Oui, Tu parles de la c'est radio des DJ? Ouais, la radio des DJ du Québec. Ça, c'est une idée de d'autres DJ qui se sont associés, qui ont parti ça. Oui. Puis moi, je voulais avoir ma propre application sur laquelle je pouvais diffuser les mix que j'enregistrais. OK. 24 heures sur 24, 7 Yes. jours sur 7. Je les ai approchés, j'ai dit comment on fait? Il dit, regarde, nous autres, on va s'occuper du serveur. OK. Toi, tu nous fournis les mix. Tu vas avoir ton logo, ton nom Ça d'application. a commencé quand? La semaine passée. Oui, c'est ça, parce qu'un autre DJ m'en a fait part. Mhm. Et je voulais en parler à l'émission avec toi, justement. C'est Ouais. le fun. Et les gens n'ont qu'à aller sur... C'est downloader l'application Simple Radio OK. sur Android ou sur Apple. Puis ensuite, taper Radio des DJ du Québec. Puis mon application, elle se trouve à ce moment-là. Là. Vous pouvez le mettre dans vos favoris. Puis c'est de la musique dance pop des années 70 à aujourd'hui, là, 24 sur 24. Ta décennie favorite, point de vue musical? 90 Eurobeat. Ah oui? Oui, Ah, vraiment. c'est Là, fun, les ça. Mr. Vane et What is Love et compagnie. Là. Ah ben oui, ben c'est sûr que C'est mes débuts de club. Là, sur, vraiment, là. sur une piste de danse, disons que ça déménage. Ça bouge encore. Hein. Dans toutes les fonctions là, que tu as cumulées, c'est quoi ta fonction première avec laquelle tu es le plus à l'aise et que tu aimes donner à ton public? Parce que c'est des responsabilités, là, animer des mariages. Oui, vraiment. Ça, on va en parler plus loin. Mais avec laquelle des fonctions tu es le plus à l'aise? Moi, c'est quand je suis en arrière de la console. Dans un Quand je suis club? dans ma bulle, que je fais mes mix, puis que je filme mon monde, là, c'est vraiment ça. Oui, je suis animateur, mais en deuxième. En deuxième lieu, je suis animateur, mais avant tout, je suis DJ. Ben, comme la plupart des DJ, ils n'ont pas le choix d'être un minimum animateur parce que de temps en temps, tu vas avoir... Je le suis devenu, j'ai suivi des formations aussi là, Oui. pour animer, toujours s'améliorer un petit peu plus, là, Ben c'est oui. sûr. Mais c'est ça, là, vraiment DJ en premier, animateur en deuxième. Est-ce que la musique, en général, est meilleure ou moins bonne qu'il y a 25 ans? Elle a évolué. Moi, je la trouve toujours aussi bonne. Moi, j'ai toujours été un amateur de musique. Je me tiens toujours à jour. Toutes les semaines, je passe un 5-6 heures, écouter les nouveautés, Ouais. me tenir à jour. Puis c'est sûr qu'il y en a certaines que sur le coup, ils m'allument un petit peu moins rapidement, mais à force de les entendre, oui, vraiment, là, j'aime ça quand on apporte des nouveaux beats. Ça va m'arriver aussi des fois quand je fais des événements, d'essayer des chansons que je joue pas en radio, voir la réaction du monde. Ouais. Puis rarement, je vais me tromper. Là. Je réussis à garder mon monde quand Ben, même. l'expérience aussi. Hein? C'est sûr de connaître la musique, ça aide, mais l'expérience. Mais 2020-2021 sont des années de reprise. OK. Beaucoup C'est de vrai, chansons ça, des c'est- années 90 ont été reprises. Et comme ils ont fait le design, ils reprenaient les tunes des années 80. Mais moi, j'ai un point de vue là-dessus. Je pense que c'est Mhm. la même chose pour le cinéma, Ouais. spécialement le cinéma américain. Tout a été dit, tout a été fait. Vraiment. Il n'y a pas de nouveaux artistes précurseurs depuis Michael Jackson. Mhm. Avant lui, il y a eu Elvis, tu as eu dans le rock, tu as eu certains groupes comme Led Zeppelin ou les Beatles. Ouais. Mais tu n'as aucun artiste précurseur depuis 25 ans qui arrive et qui vient tout chambouler. Il y en a que, oui, ont une bonne dose de popularité, comme Gangnam Style, Mhm. mais ça n'a été que pour une chanson. Oui. Pour le restant, ça se ressemble beaucoup, fait qu'on refait du remix. Question Exactement. suivante, où va la musique maintenant? La musique est beaucoup centrée sur
Les vers d'oreille, il y en a tellement. Des vers d'oreille. OK. Des chansons qui vont faire que tu vas l'entendre une fois, mais elle va te rester dans la tête toute hook. la journée. Le hook, comme on dit. Oui, exactement. Le nouveau groupe, justement, orientaux, BTS. Oui. Les gens de Backstreet Boys. Ben oui. C'est là-dessus Ben, qu'ils de toute misent. façon, bon. Toutes leurs chansons sont des vers d'oreille. Tu l'écoutes une fois, tu l'entends toute la journée. Ils vont bonifier les chansons aussi avec un petit beat un peu plus exactement. corsé. Toi, là, ta passion est sans cesse renouvelée, je veux dire, j'en suis bien certain. Mais est-ce que ça arrive ou, comme là, disons, avec les clubs, il y a 4 ans que tu as quitté pour un petit bout, il y a eu des moments où tu as été fatigué ou usé, tu te remettais en question? J'étais fatigué des clubs en tant que tel. Juste l'ambiance, de finir tout le temps à 3 heures du matin. T'as des gars chauds qui te crachent au visage avec les demandes spéciales? Exactement. À ça, là, à un moment donné. Tu vas te raconter des anecdotes, là. Il n'y a pas juste les hommes, les femmes aussi, là. J'en ai plein aussi, des Bon anecdotes là-dessus sur les demandes spéciales, là. Regarde, le gars qui vient te voir, il te donne 20 piastres. 20 piastres, mais ma toune. Ouais, mais la toune, elle correspond pas du tout. Non, mais quand le club est vide, ça te dérange pas trop. 20 piastres, mais ma toune, 20 piastres, mais ma toune. Là, il t'a rendu à 120 piastres de donner. Ouais. Puis il vient me redemander son argent pour aller s'acheter de quoi à la salle de bain. Toi, tu as connu l'époque des vinyles où ça te coûtait, parce que c'est dispendieux d'être DJ, oui. Ça coûtait 100-200 $ par semaine de vinyle. J'étais obligé de me limiter. À 30 $ la toune. J'étais obligé de me limiter, là, parce qu'on y allait avec les 12 pouces vinyle qui étaient entre 15 et 20 $. Quand c'est pas 50, là. Exactement. Parce que toi, tu aimes l'euro, fait que ça coûtait plus cher. Exactement. Quand tu as acheté Macarena, j'ai payé 45$ le vinyle. Et c'est volontaire. Et tu ne peux pas bypasser comme on le fait par ordinateur, d'aller chercher la toune et la downloader. Aujourd'hui, avec les pools DJ, aujourd'hui, parce que moi, je roule tout en vidéoclip aussi. Oui. Donc, avec, tu m'en as parlé de ça, c'est le fun. Ça me coûte à peu près entre 100 et 150 par mois pour l'équivalent. C'est mieux que par semaine. Oui, beaucoup mieux. Maintenant, mon cher DJ Jeff, être DJ dans un club parfois bondé, rempli à craquer, et être animateur dans un mariage représente des responsabilités, une pression peut-être insoupçonnée par le public. Les gens qui ne sont pas dans le milieu, spécialement dans un mariage où on a intérêt à ne pas manquer son coup, parce que c'est supposé qu'un mariage, c'est pour une fois, ça a bien changé. Il y en a, c'est 3-4 fois. Dans une vie, on va se marier une seule fois, on va faire plusieurs prestations quand on est un DJ, mais dans tes prestations en club, faire de la radio, faire un mariage ou un événement, quelle fonction apporte le plus de pression et de stress? On parlait justement de stress tantôt. Quelle fonction, toi, te stressait le plus? Tu dis ça, c'est beaucoup plus demandant. Moi, je soupçonne que ce soit le mariage, mais dans ton cas, c'est quoi? Oui. Le mariage, oui, va m'apporter de la pression, mais pas de stress en tant que tel. Le stress va venir des événements corporatifs, beaucoup plus. Parce que dans un événement corporatif, en tant que DJ, tu es engagé comme un spécialiste. Je suis engagé comme s'il y aurait besoin d'un plombier pour réparer les tuyaux. Les gens qui sont là sont pas... C'est intéressant ce que tu dis. Les gens qui sont là, dans l'événement corporatif, sont pas là pour avoir du fun, pour danser en général. Toi, tu n'es pas la vedette de la soirée. C'est l'événement en tant que tel qui est la vedette de la soirée. Dans les mariages, c'est les mariés. Là, c'est l'événement qui est plus la vedette de la soirée. Ça, je suis tellement d'accord avec toi parce que même comme animateur, ceux qui tombent dans le one-man show puis qui parlent, il n'y a pas personne qui t'écoute. Parle une fois ou 20 minutes ou demi-heure, va chercher ton poteau, tu sais ce que je veux dire. Une phrase placée au bon moment ou deux, c'est tout. Mais malheureusement, il y en a qui tombent dans le one-man show. C'est l'ego avant toute chose. Et ces DJ-là ne durent pas longtemps. Non, moi, l'ego, je l'ai mis de côté il y a peut-être une dizaine d'années. Je commençais à avoir un ego parce que le bar où j'étais à Blainville roulait beaucoup. N'importe où j'allais sur la rive nord, je croisais du monde qui venait au bar. L'ego commençait à faire pou. Le bar, c'est bon, tu le reconnais au moins. Le bar a fermé pendant 2 mois. Suspension du permis de boisson. Je me suis placé dans un autre bar pendant ces 2 mois-là. Personne n'est venu. C'est là que l'ego a dit le monde il était là pour l'ambiance aussi. Il était pas là juste pour toi dans le bar. Là. Mon cher DJ Jeff, on va prendre une petite pause. On revient tout de suite après. Je vous rappelle que nous sommes en conversation musicale avec un DJ qui jouit d'une vaste expérience, soit DJ Jeff Gadouri. Parlons maintenant de l'épicier officiel de Bâton Rouge Live, soit Métro Plus Fogarty, un endroit impeccable. Beaucoup de fierté d'être associé avec une telle bannière qui est synonyme de qualité et de fraîcheur.
Metroplus Fogarty qui appartient à Peter, que nous saluons. Et c'est au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne. C'est juste à côté de Repentigny. Metro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table. Qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, je vous parle d'un des partenaires les plus importants ici de l'équipe, soit le centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie et de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de l'ancienne marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel vous attend au 450-654-9944. Pixel, l'incontournable. Mon cher DJ Jeff, 30 ans d'expérience et plus, c'est quelque chose. Maintenant, la question que j'avais si hâte de te poser. Les gens en région ont la réputation d'être non seulement sociables, mais d'être de bons vivants. On dit de bons soigneux aussi dans le milieu. Peut-être plus que la ville même. C'est peut-être seulement un préjugé, c'est ça que tu vas me dire. Quand il est temps de fêter, toi qui as travaillé nombre d'années en Abitibi, est-ce que c'est vrai tout ça, que ça soigne plus en région? Les mariages en Abitibi finissent à 4-5 heures du matin. OK. Les mariages dans le coin finissent à 1 heure du matin. Et dans les clubs? Dans les clubs, ça se ressemblait pas mal. Oui, pas plus de bagarres, pas plus de fêtards sous. Non, c'était pas mal semblable. J'ai vu plus de bagarres ici qu'en Abitibi. Ah oui? J'étais dans un bar qui roulait beaucoup plus aussi que l'autre où j'étais en Abitibi. OK. Mais non, là-dessus, le style musical n'est pas le même par contre. OK. Tu vas aller en région, beaucoup plus de rock. Tu vas jouer. Quand tu fais la Saint-Jean-Baptiste dans un club, tu vas pas mettre autre chose que du québécois en région parce que tu te fais ramasser. Ah, c'est bon ça. Tandis que là, moi j'arrive, j'ai fait 10 ans dans un club en Abitibi, j'arrive à Blainville. Ouais. Il arrive la Saint-Jean, j'embarque dans le québécois, le monde a dit non, si on veut du québécois, on va aller au parc entendre le chansonnier d'enfer. Oh, wow. Il dit ça, non, il dit on veut de la musique dance, il n'y a pas de problème. Le country pogne beaucoup plus aussi en région. OK. Donc, je le vois quand je fais des mariages. Si je vais faire des mariages en Estrie, je me fais demander beaucoup plus de country, mettons, américain, que si je suis dans le coin de Montréal-Laval. OK. Maintenant, une autre section que j'avais bien hâte d'aborder avec toi, les anecdotes savoureuses et croustillantes. Oui. En club, je veux dire, ça peut être drôle, ça peut être très violent. Moi, je l'ai vécu, comme fermer un club avant l'heure, tellement que ça se bagarre. Moi, ça, je l'ai vécu aussi. J'aimerais que tu me racontes une ou deux anecdotes qui ont rapport peut-être au club, au mariage ou aux événements, des choses, des histoires de gauchos ou de toutes sortes de choses qui t'ont... Parce qu'on l'a préparé un peu. Oui. Ben, moi, dans les mariages, celui qui va toujours me marquer, c'est j'ai été booké pour un mariage à Laval. Ils ont tout pris la salle en arrière d'un restaurant. Ils ont réservé la salle au complet pour 80 personnes. OK. Je suis installé, j'attends que tout le monde arrive. Les mariés arrivent. Les témoins arrivent. Puis, c'est tout. Ils se sont séparés entre-temps? Mais non, c'est qu'ils se sont mariés. Ils se sont emmenés à la salle avec les témoins. Mais ils ont envoyé des invitations au monde. Ils n'ont pas demandé des RSVP. Aïe, aïe. Fait que pour eux autres, en envoyant des invitations, tout le monde venait. Oh, wow. Mais, moi, je trouve ça drôle personnellement, mais pour eux autres, c'était pas très drôle non plus. Mais ils ont manqué un petit peu de coaching là, dans l'organisation de leur mariage. Moi, j'avais été booké vraiment à la dernière minute. Donc, habituellement, quand je suis booké par des mariés, je sers de coach aussi en même temps, là, parce que j'aime beaucoup la relation que je vais créer avec les mariés. Okay. On devient pratiquement des amis. On devient amis sur Facebook, on discute tout. Quand tu arrives le soir du mariage, la connexion est déjà là. Ben oui. Je trouve ça super important en plus. C'est comme parler avec ses invités avant. Tu veux dire, moi, je parle au moins 2-3 fois avec mes invités. Faire la pré-entrevue, tu arrives, tu es préparé, puis il y a un certain lien, tu sais, le courant passe. C'est pour ça que je suis devenu célébrant aussi, d'ailleurs. Oui, oui. Parce que je trouvais que le célébrant qui passait avant moi, dans le fond, il n'y avait pas de connexion avec les mariés. Il arrivait avec son texte déjà tout prêt, qui remplissait les trous avec les noms des futurs mariés. Zéro personnalisation. Zéro. Moi, je mets tout le temps même une petite touche d'humour dans la cérémonie aussi. C'est le premier contact que j'ai avec la gang. Puis je trouve ça vraiment important. Puis par la suite, je m'en vais me changer parce que je deviens DJ, l'animateur. Wow. Donc, vraiment, je passe d'un personnage comme à l'autre. Mais le premier contact est fait avec le monde. Donc, quand il arrive dans la salle, c'est déjà « Hey, bonjour ». Puis on sait qu'on va passer une belle soirée parce qu'on a eu une belle cérémonie avec toi. On sait vraiment où on s'en va. Puis je trouve ça important. Et une anecdote peut-être d'un club qui a fermé avant l'heure. Parce que moi, j'ai vécu ça souvent. Je veux dire, ça se bat tellement que tu fermes, ça n'a aucun sens. Et la police se présente 1 heure après. Fait que, moi, je vais t'en compter une. Il n'y a même pas eu de bagarre. On a fermé plus de bonne heure, pareil. C'est que
On a eu des motards qui sont arrivés. À 11h le soir, le club est plein à craquer. Ils ont rentré, ils se sont installés une table, tout le monde est parti. Ah, ça a fait peur. Ça a fait peur, mais tu dis, là, vraiment, là, quand tu dis que ça s'est vidé là, complètement dans le temps de le dire, ou tu sais, des fois, même le DJ prend un petit verre. Là, Okay. là j'étais en train de mixer. J'ai dit, on va prendre une petite pause extérieure, prendre l'air. Je fais un petit peu d'animation. Là, je pars, c'est Stereo Love, la tune que je pars. Okay. Là, j'ai un loop sur l'intro pendant que je fais mon animation. Je pars dehors. Ouais. J'ai été peut-être 5 minutes, parce qu'elle dure quand même 7 minutes, la chanson. J'ai dit, bon, je vais prendre mon petit bol d'air. Ouais. Je rentre en dedans. La tune est encore sur le loop, mais la piste de danse est encore pleine. Ah ouais. Fait que c'est ça n'arrête pas. Ça fait 5 minutes que c'est sur le loop comme ça. Mais le monde, il doit être 2 h du matin à peu près, le monde est tellement sous qu'ils se rendent même pas compte. On en voit des choses. Oh oui. Ça finit par nous manquer. Oui. Maintenant, ton côté humain et ton côté qui aime les gens, il manifeste. J'aimerais qu'on parle de Twitch, parce que tu m'as mentionné quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant. C'était quand même un plan B pour toi, je veux dire, qui doit peut-être, tu as peut-être l'intention que ça reste, mais qui au final rejoint plus de gens, un public bien varié, autrement que dans un club. Puis moi, ça m'a touché ce que tu as dit, parce que c'est vrai que l'auditoire est plus large. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. C'est pas le même type de personne. J'aimerais que tu me qualifies ça un peu. Oui, mais c'est effectivement sur Twitch, qui est à la base une plateforme pour les gamers. Vraiment, à la base, les DJ, il n'y en avait pratiquement pas. C'est quand la pandémie est arrivée que les DJ ils se sont installés sur Twitch. On s'est rendu compte que parmi les fans de gamers qui viennent nous voir, il y a des gens qui sont vraiment seuls dans la vie. Que leur seul sentiment d'appartenance qu'ils ont, c'est avec Twitch, avec la gang qu'on a, parce qu'il y a un chatroom qui est attaché au Twitch pendant qu'on fait notre live. Puis vraiment, les gens se créent un sentiment d'appartenance. Ils voient que tu es en live, ils reçoivent une notification, ils en viennent tout de suite. Moi, j'ai créé la famille des poulpes sur Twitch. C'était vraiment partie d'une blague au début à l'Halloween que j'avais un casque de poulpe sur la tête. Puis là, c'est rendu vraiment la poulpe familia quand le monde vient sur mon chat. Puis vraiment, c'est ça que j'aime, c'est qu'on va chercher des personnes qui sont seules dans la vie. Des personnes qui n'ont pas d'amis, qui sont souvent perdues dans le fond du bois, autant qu'ils ont Internet. T'sais. Puis je leur fais du bien. C'est là que tu interviens avec ton Twitch. Oui, puis je leur fais du bien, je le vois parce que je deviens ami avec eux sur Facebook aussi. Ouais. Puis ils m'écrivent en privé, puis ils me remercient. Puis ça, c'est vraiment c'est gratifiant, je veux dire. C'est même pas, c'est pas parce que c'est payant à Twitch que je le fais. Oui, c'est ça. Parce qu'au nombre d'heures qui est investi là-dedans. Je comprends. C'est sur un live, tu as vu mes lives, c'est du visuel beaucoup. Donc, juste préparer une scène visuelle comme ça, on parle de 8 à 10 heures à peu près de préparation. J'en doute pas. Il ne reste presque plus de temps. On va essayer d'aller un peu plus vite. Moi, j'aimerais que tu me parles peut-être à titre d'avertissement ou de conseil aux gens qui vont entendre ton histoire, ton problème de santé que tu as vécu l'an dernier, qui pour toi a sûrement été une leçon de vie. C'est quoi qui est arrivé? Ben, en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui a été malade dans la vie. Ça a toujours bien été. Oui, j'avais un plus gros surplus de poids que présentement. J'étais 40 livres plus pesant. Puis on est allé à Québec, dans le canyon Sainte-Anne, moi et ma conjointe. Il y a des marches à descendre jusqu'en bas. Cette journée-là, il fait 42 degrés Celsius. Il mouille un peu, fait qu'on a un poncho en plastique sur le dos en plus. Wow. On descend les 150 marches. On remonte, puis moi, je veux faire mon Rocky. Puis monter les marches comme Rocky dans le film. À 47 ans, tu fais pas ça. OK. À moins que ce soit dans Rocky 8. Exactement. C'était pas une bonne idée. Il y a eu une pression au niveau d'une artère. L'artère a écrasé. À cause de la chaleur, à cause de Très douloureux. Très, très douloureux. Une grosse pression. Tu savais dès ce moment-là que tu faisais une crise cardiaque? Ben, moi, j'étais pas sûr. Je savais pas c'était quoi une crise cardiaque. Ça avait l'air de... Je sais pas. Ça faisait juste une pression ici. J'avais beaucoup mal aux épaules. Les épaules me brûlaient. C'est sûr, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, va chercher quelqu'un, parce que ça file pas du tout. Mais on vieillit, faut pas l'oublier. Puis c'est ça. Les efforts... C'est sûr qu'on a plus 21 ans. On n'a pas 70, mais on a plus 21 ans. Exactement. On va poursuivre avec quelques questions rafales. Tu me réponds par une phrase. Les qualités d'un bon DJ, j'en ai écrit quelques-unes. L'adaptabilité, savoir reconnaître les besoins du dance floor, comme tu en parlais tantôt, aimer les gens. Et le classique, faire de la musique pour les bonnes raisons. En une phrase, qu'est-ce qui fait un bon DJ? Une phrase, ce qui fait un bon DJ, c'est que tu fais pas de la musique pour toi, tu fais de la musique pour les autres. Moi, c'est juste ça. Je fais de ma musique pour le monde en avant de moi, pour la reconnaissance qu'ils me donnent de danser sur ma musique. C'est le plus important, c'est ça. Si tu fais ta musique pour toi, continue de le faire chez vous. Ta définition d'une bonne prestation? Une bonne prestation,
juste les gens qui te regardent, la manière qu'ils te regardent, tu le vois tout de suite. Là. Si j'ai 50% de mon monde sur la piste de danse, déjà, c'est un gros plus. Mais en moyenne, j'essaie d'avoir 75-80% de mon monde sur la piste de danse. Maintenant, un conseil aux aspirants DJ, puisque tout le monde se proclame DJ de nos jours, spécialement avec la COVID. Quel conseil tu donnes aux aspirants du haut de tes 30 ans d'expérience? Ceux qui veulent regardez, si vous pensez un jour vivre de ça, vous allez devoir travailler fort. Moi, ça parle de la passion. Oui, vraiment, la passion est très importante. Puis même moi, après mes 34 ans, j'ai une autre job de semaine aussi. Là, j'ai une chance. Je ne sais pas avec. Non, pas du tout. Dernière question. Comment tu expliques ta longévité? Mon amour du métier, ma passion, la musique. C'est toujours la réponse qui revient. C'est toujours ça. DJ Jeff, bousculé par le temps. On a parlé de la radio des DJ. Oui. Si tu veux le répéter aux gens, ils vont sur quoi? Sur Android ou Apple, l'application Simple Radio. Vous allez télécharger, puis ensuite vous allez faire une recherche Radio des DJ du Québec. Vous allez voir un petit poulpe. C'est mon application. Ah ben c'est parfait. Aussi, si on veut, en bon québécois, plugger ton entreprise, si quelqu'un a besoin de tes services pour un événement ou quoi que ce soit, on voit sur quoi? Pas compliqué, djjeff.ca, en un seul mot. Ou sur Facebook? Ou sur Facebook, Disco Mobile L'Évasion. OK. Ben, je te remercie de transmettre de si belles vibrations aux gens depuis si longtemps. Et je t'ai écouté sur Twitch. Tu es vraiment très bon. Je ne dis pas ça pour soit te flatter ou quoi que ce soit. C'est un fait. Félicitations pour une belle carrière et une si belle passion. Et je te souhaite encore de beaux moments à suivre dans cet après-COVID. Tu peux rester avec moi. Oui. J'en ai pour seulement 2 minutes. On va parler d'un ou deux commanditaires, puis on aura terminé. Mais merci DJ Jeff Gadouri. Non seulement très sympathique, mais très expérimenté. C'était fort intéressant. Merci. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, moi je vous recommande un endroit qui est très surprenant et vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit idéal. Vous allez penser que vous êtes en 1989 ou 1995. Je vous parle du centre de liquidation audio usagé, on aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, du commercial. Vous ouvrez un bar, ça va être le temps, un restaurant, une boutique. C'est surprenant ce que vous allez trouver sur place. C'est situé dans le complexe de l'ancienne marina de Repentigny au 358 Notre-Dame à Repentigny. Les réparations sont faites sur place. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 654-6849, le centre de liquidation audio usagé. En terminant, oui, c'est le déconfinement, ça va bien, moins de 200 cas par jour, mais il ne faut pas tomber dans la pensée magique et penser que ça n'arrive aux autres. Il faut continuer à être des leaders positifs et faire attention à ce qu'on fait. La distance, le masque, évidemment, mais c'est pour bientôt. On va revenir à la vie normale, vraiment, dans quelques jours, peut-être quelques semaines. On verra bien. Merci DJ Jeff. Merci. Merci aussi à Nancy d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.